Bonjour à tous, chers amis, chers collègues, parfois venus de loin, de Beaune ou de l'international, cher Pierre Gallet qui est ici avec sa famille. Alors je voudrais d'abord dire pourquoi nous faisons cet hommage. Nous voulons tout d'abord célébrer un scientifique éminent et qui a changé la donne. C'est ce qu'on appelle les game changers. Il a changé la donne en passant d'une approche qui était purement descriptive à une approche morphométrique de la vigne. Il a véritablement créé une nouvelle discipline qui est fondatrice de la viticulture mondiale. C'est vraiment d'abord un hommage aux scientifiques et à l'enseignant de cette école. Alors la deuxième raison, c'est que nous voulons aussi consacrer, valoriser et sauvegarder un patrimoine scientifique, matériel et immatériel. Le patrimoine scientifique de l'école qui fait sa réputation, sa notoriété à l'international et qui fait la valeur de la marque Montpellier Supagro, qui est une marque dont nous avons l'ambition de la faire encore mieux reconnaître au plan national et à l'international au bénéfice des étudiants, bien sûr, qui sont les premiers porteurs de cette marque dans le monde socio-économique. Et alors cette cérémonie est aussi l'occasion de célébrer une lignée très prestigieuse d'enseignants de cette école. Et c'est vrai que chaque discours d'accueil des étudiants et chaque discours que je fais aussi lors de leur sortie et de leur diplomation, je leur rappelle qu'ils sont passés par un établissement qui est marqué par une lignée prestigieuse d'agronomes qui doivent en être fiers. Alors et qu'ils ont aussi, qu'il faut qu'ils aient conscience. Alors il n'y a pas beaucoup d'étudiants. On avait souhaité qu'ils puissent être libérés, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais ils entendront parler de cette cérémonie évidemment. C'est vrai qu'il faut qu'ils aient conscience que leurs enseignants dans cette école sont aussi des scientifiques, et dont certains sont tout à fait éminents. Alors cette lignée autour de la vigne et du vin, mais plus précisément de la viticulture et de l'ampélographie, Jean-Claude en reparlera tout à l'heure. Je voulais juste citer les noms de Gustave Fouex, Pierre Viala, Louis Ravas, Jean Branas, Pierre Gallet, Denis Boubals, mais aussi Alain Carbonneau et Jean-Michel Boursicot, qui sont les enseignants actuels dans cette lignée et qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Je voudrais les excuser, ils sont à une réunion importante à Lianao et ils regrettent vivement de ne pas pouvoir être présents. Alors c'est vrai que cette cérémonie, cet hommage à Pierre Gallet, c'est aussi une façon de continuer à revendiquer notre place dans la dynamique de la viticulture mondiale et de l'ampélographie. Une vraie dynamique qui a été lancée de longue date, puisqu'on remonte aux années 1873 et la crise du phylloxéra, et c'est là que tout a commencé pour l'histoire de l'école et de son inscription dans ces dynamiques scientifiques mondiales. Et je voudrais, quand je parle de mondial et d'international, remercier Lucy Morton des États-Unis et Eric Hamol de l'Institut Julius Kühn en Allemagne, et excuser Anna Schneider de l'Université de Turin qui n'a pas pu venir, mais Jean-Claude pourra lire son témoignage tout à l'heure. Donc merci à ces deux partenaires internationaux d'être là. Je crois que c'est une marque très importante pour cet hommage à Pierre Gallet. Alors je voudrais également remercier Jean-Claude Davidian et Jean-Benoît Pelletier, qui ont été vraiment les maîtres d'œuvre de cette journée et qui ont tout fait pour mener à bien la réalisation de cette journée. Et je voudrais excuser l'absence du directeur de l'IHEV, Hervé Hanin, qui est aussi une réunion importante à l'extérieur, mais qui est représenté dignement par Alain Razon. Voilà, je voudrais dire, et je vais laisser la parole à Jean-Claude parce qu'il a beaucoup de choses intéressantes à vous dire et ça va être une belle perspective, disons, historique. Je voudrais dire à Pierre Gallet combien l'établissement est fier de vous compter parmi ses anciens professeurs et ses grandes personnalités. Donc on souhaitait vous l'exprimer aujourd'hui à travers cet après-midi. On est heureux que vous soyez là aussi entouré de votre famille. Donc voilà, on voulait vous dire à quel point nous sommes fiers. Et nous le dirons, je pense, à de très nombreuses reprises au cours de cet après-midi. Voilà, je vais poursuivre la présentation qu'a faite notre directrice générale, Anne Sibac, en essayant de replacer finalement la contribution de notre pape de l'ampélographie, Pierre Gallet, dans l'histoire de l'école. Et dans l'histoire, vous le verrez, vous comprendrez à travers toute des témoignages qui vont lui être apportés, de l'importance qu'il a joué et qu'il joue encore
dans la production et dans la connaissance scientifique, notamment en viticulture, bien entendu, et en ampélographie. Et vous verrez l'importance et l'évolution, malgré tout, de la discipline. Et Pierre Gallet a réellement contribué à apporter une nouvelle marque, on dirait un landmark en anglais, mais une marque réellement, une signature qui est reconnue mondialement, je le dis bien. Alors, Pierre était enseignant à l'école, mais il fait partie d'une lignée, comme la directrice générale vient de vous le dire, et je voulais simplement mettre un visage sur des noms que beaucoup d'entre vous connaissent, et peut-être des visages peut-être effacés dans votre mémoire. Donc Gustave Fouex a marqué l'histoire de l'école dans la mesure où il faut savoir que historiquement l'école était... La marque de l'école, c'était l'agriculture et la sériciculture, donc la production de la soie. Et lorsque l'école a été créée, la viticulture faisait partie du département agronomie, et ce n'est que petit à petit qu'elle a trouvé sa place et un bâtiment à elle toute seule. Mais historiquement, elle était rattachée à l'agronomie. Et Gustave Fouex a été le premier professeur de viticulture au niveau national, et peut-être même international. Comme l'a dit Anne Lucie, suite à la création de l'école, et il fallait trouver des solutions pour le phylloxéra. Ensuite, il y a eu toute une veine de brillantes personnalités. Pierre Gala, qui a été enseignant à Montpellier, mais comme Gustave Fouex était encore professeur, l'Agro de Paris lui a offert un poste. Il a été premier professeur de viticulture à l'Agro de Paris, mais il est revenu ensuite à Montpellier. Louis Ravas, dont l'avenue Pierre Biala, c'est la place qui est à l'entrée de notre campus. Biala, c'est une importante avenue à Montpellier. A contribué également à toute cette personnalité, c'est la viticulture et l'ampélographie. J'ai quand même recentré pour ne pas faire trop large. Jean Branas a été professeur de viticulture et c'est le professeur qui a recruté Pierre Gallet. Pierre, je ne me trompe pas, donc en 1944. Pierre Gallet, présent parmi nous, toujours présent parmi nous, producteur. J'ai mis quelques exemplaires de livres. Pierre Gallet remplit le rayon de Bibliothèque internationale. Il est traduit dans de très nombreuses langues. C'est vraiment le pilier de la discipline. Denis Boubals, professeur également à l'établissement, et actuellement Alain Carbonneau, professeur honoraire, et puis l'ampélographe formé par l'école galésienne, si je puis dire, ou galétienne, je ne sais pas comment il faudrait dire, Jean-Michel Porcico. Alors, les hybrideurs, historiquement, il y avait énormément d'échanges, et il se trouve que pour la production agricole et maintenir la viticulture, il fallait absolument résoudre les problèmes du phylloxéra et de certaines d'autres maladies. Et il y a un certain nombre d'hybrideurs qui ont été historiquement impliqués et très impliqués dans les partenariats avec l'école, qui sont Albert Sibel, Georges Couder, dont malheureusement un des descendants devait participer, témoigner, mais malheureusement il est grippé, un petit peu âgé, et préférait ne pas descendre de l'Ardèche pour venir nous trouver. Et Jeanne Contasso, j'ai mis des marrons glacés, c'est un clin d'œil à ce que Anna Schneider nous dira tout à l'heure dans son texte, mais qui n'était pas vraiment hybrideur. Le campus de l'école, vous le voyez, il y a ce bâtiment qui est le château, qui est toujours là, mais les pourtours du château n'étaient pas du tout occupés par des vignes. Donc ça, c'est l'époque d'avant la collection de Gustave Fouex et avant la collection ultérieure ensuite de Ravas, donc avant la collection de 1889. Depuis, les choses ont évolué et le campus a évolué. Pierre Gallet est très attristé, bien entendu, qu'il n'y retrouve pas toutes les collections historiques de l'époque, mais les embryons centraux, le nœud existe, et vous entendrez parler de la collection de Vassal, dont Thierry Lacombe nous parlera tout à l'heure. Et donc, voilà, une partie de la collection ampélographique avec, sur la partie gauche de la photo, la chaire dite de viticulture. Et si je zoome maintenant sur l'activité de Pierre, historiquement, et pour faire très court, une feuille de vigne se regarde déjà dans ce sens. C'est la première remarque que Pierre Gallet m'a faite. Et non pas dans l'autre sens, contrairement au sens dans lequel je lui ai présenté mes premières photos.
m'a presque tapé sur les doigts en me disant une feuille de vigne se lit comme ça. Et vous voyez, il y a sur cette feuille de vigne des angles qui permettent de caractériser l'angle des nervures, la longueur des nervures principales, secondaires, tertiaires, avec les angles alpha, bêta et ultérieurement gamma. Et donc ce sont ces paramètres morphométriques avec les outils qui ont permis de mesurer ces paramètres morphométriques que Pierre Gallet a eu l'intuition géniale, je le dis, géniale, de mettre au point un système d'analyse, non pas simplement descriptive, mais quantitative, pas seulement qualitative. Et c'est ça le génie de Pierre, si je peux me permettre. Alors l'aboutissement de ce travail a été conduit avec Pierre dès les années 1944, et en 1946, il a publié avec Henri Agnel, qui est... Alors, Pierre est né à Monaco, mais je l'ai assimilé à Nice, Pierre, excusez-moi, mais je trouvais que c'était sympa de considérer que vous faisiez partie avec Pierre, avec Henri Agnel de la communauté niçoise. Pour publier cet ouvrage qui est le premier décrivant les méthodes qui, par la suite, ont été utilisées pour toutes les analyses des cépages, des hybrides, leur caractérisation, parce qu'il fallait absolument, à cette époque, ne pas se tromper lorsqu'on voulait utiliser des hybrides pour justement apporter la résistance aux maladies, apporter éventuellement également la résistance au sol, aux problèmes de carence, aux problèmes de chlorose, aux classiques, etc. Alors le bâtiment, l'ancien bâtiment de viticulture, c'est ce bâtiment-là, et je fais un petit clin d'œil à Pierre, à qui j'ai demandé, mais où était ton bureau, votre bureau, pardon Pierre, où était votre bureau? Alors il a beaucoup bougé dans ce bâtiment, mais finalement j'ai pris une des deux fenêtres de votre bureau, Pierre, je ne pense pas m'être trompé, et de ce bureau, que regardiez-vous lorsque vous regardiez par la fenêtre? Vous regardiez la collection ampélographique, c'est pris de votre bureau, j'ai pris cette photo il y a quelques jours. Voilà. Pierre a publié en 1946 cet ouvrage dont je vous ai parlé, et Pierre a continué à travailler pour produire en 2005 et publier en 2005 cet ouvrage qui est la Bible regroupant l'ensemble des cépages. C'est vraiment le dictionnaire encyclopédique des cépages, et Pierre a travaillé plus de 10 ans, pour pas dire, je ne peux pas dire c'est l'œuvre de sa vie, parce que Pierre écrit encore un ouvrage, il a déjà écrit 1500 pages, qui va probablement, et je l'espère Pierre, être publié bientôt. Je suis venu ici, à Montpellier, il y a 40 ans, pour apprendre la viticulture, et non pas le français. Alors j'espère que vous arriverez à comprendre cette présentation. Félicitations aux présenteurs précédents. L'avenir de l'agro de Montpellier m'apparaît assuré pour un autre siècle et demi. Avec un succès assuré mondial dans l'arène d'ampélographie et préservation végétale de la vigne. Et je continue à être très reconnaissant de l'expertise de mes collègues français. Comment ça fonctionne? Voilà. Pour moi, le début était au bord du Potomac, en King George County, Virginie. Et ici, c'est un petit article dans le journal local avec ma maman et moi, avec le titre « 10 ans hybrides, un peu de la France ». Je ne dois pas vous dire que M. Branas n'était pas horriblement impressé par ça, parce que il a fait partie du mouvement de marginaliser, on dirait, ou prohiber les cépages avec parentage américain. Mais heureusement, il n'a pas été trop... il m'a permis de venir ici et faire mes études. Alors, c'était en 1973 que je suis venue à Montpellier. Évidemment, c'était il y a quelques années. Et je dois dire que je suis ici au point de vue ampélographique à cause de notre célébration de Pierre.
Mais en réalité, j'ai tout appris ici, tout. La taille, tout, les maladies, c'était vraiment une éducation complète. Alors, j'ai vu qu'il y a les petites vignes en France, des vignes énormes en Italie. Et à l'époque, je crois que tous mes professeurs, Gallet y compris, ils ont su que je vais éventuellement aller chez moi et faire cultiver des vignes en Virginie. Et alors, tous mes devoirs, ils disaient toujours, Lucie, il faut étudier la viticulture de l'Est des États-Unis, malgré le fait que vous êtes ici à Montpellier. Heureusement, il y avait une bibliothèque très internationale. Et je pensais que je vais vous lire ici ce que j'ai mis, parce que vous voyez combien que c'était avant les computers, et on écrivait tout à la main, mais sans le fait que M. Gallet m'a donné une copie du cadastre viticole de 1955, je n'aurais pas eu la connaissance de l'extent qu'il y avait des cépages américains en France. Il y avait des hybrides, là, même si ça diminuait. Alors je vais écrire, je vais dire. Cet exposé va être un traitement très général de viticulture de l'Est des États-Unis. Non seulement mes renseignements étaient-ils limités, mais ma propre compréhension a ses limites aussi. Je suis devant vous aujourd'hui, alors ça était en 1974, une citoyenne de la patrie de Phylloxera, l'oïdium, le mildiou, le black rot, pour ne nommer que quelques exemplaires. Sans ces cadeaux de ma région à la vôtre, cette institution spécialisée en viticulture ne serait guère nécessaire. En plus, somme toute le travail fait par les Français aux problèmes américains, je serai chez moi sans doute contente à cultiver mes labuscas. Alors, j'ai dû faire le retour chez moi à King George, en Virginie, où j'avais un mélange des hybrides français et quelques vinifera. Mais j'ai vu vite que dans mon pays, il y avait des erreurs assez importantes dans les sélections même de vinifera dans le marché. Par exemple, Gallet m'avait toujours dit, mais le gamay à Davy, ce n'est pas le gamay. Et bien sûr, il avait raison. On a trouvé qu'en effet, c'était un mélange du Valdiguier et du Pinot Noir. Alors chez moi, dans les années 70, c'était là, alors, mais j'ai vite vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'Américains qui a eu une éducation en ampélographie. En effet, il n'y en avait personne. Alors voilà moi, avec cette éducation formidable, avec Pierre, et j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose pour changer des choses. Et une personne qui montre des erreurs des autres n'est pas très populaire. Alors, moi, étant timide, j'ai dit, il ne faut pas que Lucie Morton montre à mes collègues qu'il y a des erreurs. Il faut montrer que c'était Pierre Gallet qui a dit qu'il y a des erreurs. Mais ce n'est pas moi. Alors, comment est-ce que j'allais le faire? Et c'est pour ça, c'est un peu pour sauver moi, que j'ai fait la traduction. Alors, je veux dire, c'est pas Lucie, c'est Pierre qui mentionne des choses. Et alors, Pierre est venu aux États-Unis
lui voilà avec Andy Walker, qui est un peu autant très très fort dans le monde, et Carol Meredith, qui a fait le ADN. Chez nous, le C2, je dirais que Davis, nous avons des scientifiques formidables aussi. Et il y avait quelques... Pierre et moi, nous avons fait quelques voyages ensemble aux États-Unis, et je veux dire aux États-Unis. Minnesota, à Floride, à Ontario, un peu partout. Et voilà Pierre avec Elmer Swenson. Et évidemment, il voulait que je lui montre les poils massifs du Vitis labrusca, parce que pour Pierre, c'est toujours les petits détails qui sont les importants. On cherchait aussi les hybrides de Kuhlmann, parce que c'était vraiment, il ne faut pas dire le pagaille, le bordel, je ne sais pas, mais il y avait des mélanges énormes parmi des hybrides, y compris ceux de Kuhlmann. Et le voilà en Minnesota, il nous a aidé à corriger des choses. Vous pouvez deviner Texas. Et c'était intéressant, quelque chose que j'aime bien de Pierre, il n'est pas wine snob. Il est connaisseur de vin, il est très connaisseur, mais nous avons eu un Cabernet Sauvignon en Texas, qu'il m'a dit c'était son favori de tout de son voyage. Et je croyais que ça montrait un esprit bien ouvert. Bien sûr, il fallait suivre les échappes de Pierre Viala. Et voilà le Vitis berlanderi dans les montagnes de Texas, avec les poils laineux. Et en 1977, Pierre et moi, on nous a demandé de venir à Napa Valley, pas autant d'impélographes, mais autant de conseillers viticoles. Parce qu'en Californie, ils ont fait une petite erreur de planter le ERG1 porte-greffe, qui n'est pas résistante au phylloxéra. Ils n'ont pas lu la recherche de Rabas en 1997, où il a montré qu'il n'y a pas de résistance avec cette porte-greffe. Alors, ça a fait une occasion pour moi et Pierre de faire des conseils là-dessus, et aussi pour montrer aux gens comment faire tailler la vigne en gobelet. Parce que chez nous, ils ont perdu un peu la facilité, mais Pierre, il peut faire une vigne en gobelet très bien. Alors, nous avons passé une semaine là. Alors, il faut dire que nous avons des méthodes merveilleuses pour, comme on a dit avant, pour déterminer le parentage des vignes et l'identité. Mais jamais ça va remplacer la facilité de regarder une vigne sur le terrain pour voir qu'est-ce que c'est. Parce que les pépiniéristes ne vont pas faire des analyses de chaque plante qu'ils vous envoient. Et nous sommes humains et il y a des erreurs qui vont continuer à arriver dans le champ. Alors, après toutes mes années de regarder les erreurs qui puissent arriver dans le champ, où on aura commandé Cabernet Franc, mais hop, il y a 20% de Cabernet Sauvignon mélangé dans la livraison. Alors, il faut continuer à avoir et enseigner l'habilité de regarder avec les yeux les vignes. Il ne faut pas perdre cette facilité. Pour moi, y compris parce que les clones deviennent de plus en plus importants. Heureusement pour moi, les clones de d'INRA sont formidables de l'Est des États-Unis. Ça marche très bien pour nous. Et à cause de ça,
je les vois souvent, mais je vois aussi qu'il y a des mélanges. Alors, je crois que maintenant, je ne sais pas si c'est bâtiment ou pas, mais il y a la collection, c'est réduit, mais je suis tellement contente aujourd'hui d'apprendre que vous continuez à élargir et rafraîchir les collections. C'est merveilleux. Et en conclusion, je veux dire, Pierre, où j'aille, ou quoi que je fasse, je ne peux entendre dire de plus satisfaisant que « Tu sais, mon ami, elle était élève de l'école de Montpellier avec professeur Gallet. » Merci Pierre pour tout et merci à l'école de Montpellier pour une éducation absolument formidable. Professeur Gallet, chère directrice générale de SUPACO, Madame Wack, cher Jean-Claude Davidian, qui a tout organisé ensemble avec le cher Jean-Benoît Pelletier, chères mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand honneur et privilège de rendre hommage à une personne extraordinaire, à un homme qui bénéficie d'une grande réputation dans le monde viticole entier. Et c'est donc avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Jean-Claude Davidian et je suis venue de mon cœur pour exprimer mon témoignage de respect, de gratitude et de reconnaissance. Par la suite, ma contribution ira s'adresser à 3 personnalités: l'auteur des œuvres amélographiques, mon ancien professeur Lensam de ma promotion 1983-84, et la personne privée Pierre Gallet. Moi, je commence avec les remerciements à l'auteur des œuvres amélographiques. Vous avez, cher professeur Gallet, vous avez dédié votre vie professionnelle en majeure partie à la reconnaissance de la vigne, à part des maladies de la vigne, de vos activités énormes et d'un travail extraordinairement appliqué, et s'en suivaient de nombreux livres. Ces livres, qui sont mondialement distribués, utilisés, servent viticulteurs, étudiants et chercheurs. Et vous avez fait don à l'Institut de Verenigzüchtung Galweilerhof de chacun de vos livres. Particulièrement, vos ampélographies et les encyclopédies représentent une ressource éminemment riche pour la base de données Vitis International Variety Catalogue. C'est ici le site web que vous voyez sur l'affiche. Cette base de données a été mise en place il y a plus de 30 ans, en 1984, par l'initiative du professeur Alleveld en vue de la préservation et de la gestion des ressources génétiques. Aujourd'hui, elle comprend environ 24 000 noms principaux de cépages, croisements et espèces. Vos ampélographies, la première est apparue en 1956 et la dernière en 2015 et sont servies considérablement à l'établissement du Vitis International Variety Catalogue. Vous, professeur Gallet, étant si passionné, vous avez rassemblé avec diligence toutes les informations disponibles, trouvées dans une multitude de sources bibliographiques et grâce à vos études, vos voyages et vos notes personnelles. Vous allez voir plus tard, j'ai trouvé 7 photos et sur 5, il a pris des notes. À part des noms de variétés et leurs synonymes, vos œuvres renferment une description bien précise des variétés. En plus, vous donnez leur origine, leur utilisation, l'importance culturelle, leur répartition. Et s'il s'agissait d'un nouveau cépage, vous avez fourni le croisement et l'hybrideur, etc., etc. Donc beaucoup d'informations aptes pour la confirmation d'identité et beaucoup de données appropriées pour enregistrer dans notre catalogue Vitis International Variety Catalogue. Et le couronnement représentait le dictionnaire encyclopédie de cépages publié en 2000. Celui-là.
rassemblant 9600 cépages, selon ce que vous avez écrit dans l'avant-propos, dont 6301 pouvaient être... Attendez encore l'édition, l'année de l'édition. Et puis, de ce dictionnaire de cépages, ils étaient entrés 6301 jusqu'à présent dans notre catalogue et pas tous sont donc liés à nos noms principaux de cépages. Tous les numéros qui sont supérieurs ici à 19 000, ce sont des noms de variétés qu'on a tirés de vos ouvrages. Donc ça représente en tout plus que 1000 noms qu'on a tirés de votre encyclopédie qui sont maintenant en plus enregistrés dans notre base de données. Et vous voyez au grand nombre de fiches maintenant sur la prochaine fiche. Beaucoup de fiches sont toujours collectées, collées sur les pages. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de questions à résoudre. Et maintenant, la nouvelle édition du dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes, l'année passée, apportait un réaménagement et beaucoup de nouvelles informations. Je vous donne un exemple. En 2000, dans l'ouvrage de 2000, vous avez cité le Trebbiano d'Abruzzo comme synonyme de Bombino Bianco, donc c'était une longue phrase. Et finalement, on s'est rendu compte que le Trebbiano abruzzese était une variété différente, donc vous avez tout de suite ajouté une description complète de cette variété. Bon, à l'égard de toutes ces informations denses fournies, le Julius Kühn Institut für Rebensichtung Gall-Wallerhof, doit beaucoup à vous, professeur professeur Gallet, et je vous transmets aussi les félicitations et remerciements chaleureux de la part du président du Julius Kühn Institut, professeur Georg Friedrich Backhaus, et du directeur de l'Institut für Rebenzüchtung, Reinhard Töpfer, professeur Reinhard Töpfer. Maintenant, je m'adresse à mon ancien professeur à l'ENSAM de ma promotion 1983-84. En 1983-84, je suivais les cours à la chaire de viticulture de l'ENSAM. Et en même temps, je préparais ma thèse sur l'identification de cépages. Pour cela, je collectais et je séchais des feuilles de vigne et je mesurais ensuite la longueur des nervures et des dents, des angles, je comptais des dents, j'ai évalué la vélocité, tout ce que Patrice avait donné sur le dessin. Là, et finalement, tous les codes OUV sortent de ma thèse. Et tout cela était conduit sur 10 feuilles de 50 cépages, donc finalement j'ai mesuré tout ça, les angles, les nervures, de plus de 1500 variétés. Je les avais collectés à 3 locaux, à Jerez la Frontera en Espagne, à Puy en Suisse et à Montpellier. Et donc ensuite, avec ces variables et les rapports obtenus, j'appliquais une analyse de composantes principales pour distinguer les cépages. Et d'ailleurs, après la morphométrie que vous avez inventée, c'était la première fois que quelqu'un effectuait le mesurage détaillé des feuilles de vigne. Il n'y avait pas encore les tablets ou les autres logiciels pour mesurer. Pour faire cela, j'étais assise dans la chambre d'étudiants, donc la porte était presque toujours ouverte. Donc on entendait les professeurs qui chaque matin se sont disputés de la politique quotidienne. Et lors de mon arrivée à la chaire de viticulture, le premier entretien avec vous, professeur Gallet, finissait avec la phrase « Si vous travaillez, vous aurez mon soutien ». Et cela, j'avais bien gardé en mémoire. Dans son bureau un peu sombre, il se trouvait ces innombrables caisses de fichiers de cépages
doté de toutes les données variétales rassemblées, on les avait vues, qui se trouvent maintenant dans les Alpes. Et tout était bien rangé et bien mis en ordre, ce qui m'avait énormément impressionné. En plus des cours à la chaire de viticulture et les études de l'impélographie pratique dans les collections, professeur Gallet m'amenait aussi au voyage quand il allait inspecter des vignes, et on s'arrêtait souvent au bord des routes pour déterminer les variétés. Et pendant ces excursions, j'apprenais que l'impélographie au vignoble était bien différente de l'impélographie faite dans les collections. Étant étudiante, je n'avais pas encore... Étant étudiante, je n'avais pas encore les moyens d'acheter ces ampélographies, donc professeur Gallet me faisait don au cadeau de ses livres. Il manquait quelques pages isolées et quelques pages parties. Je pouvais facilement les ajouter où j'écrivais. Voilà. Et maintenant, je vous montre encore quelques photos. On allait au voyage d'étudiants à Châteauneuf-du-Pape et j'en ai trouvé cette photo ici, vous voyez. Professeur Gallet ici à droite et professeur Boubals ici. Ça, c'est les autres étudiants de ma promotion et ils sont en train de déterrer une souche atteinte du pourritier. Là, professeur Boubals est en train de couper la racine, professeur Gallet à droite, il bavarde avec quelqu'un. Ici, on visite un pépiniériste à Carpentras. On a pris tout le processus de fabrication de trèfle soudé. Et professeur Gallet, qui était contrôleur de la protection des végétaux, on ne pouvait pas lui raconter des bêtises, ça se voit à son visage, il est très critique. Voilà, et c'est ce que j'avais dit. Professeur Gallet, il était toujours en train de prendre des notes. À gauche, on était à Château-Yquem et à droite, à la station de recherche à Angers, on croyait que c'était le même endroit, mais finalement, là, il est entouré des étudiants et l'autre, là, ici à Château-Yquem, certains d'autres personnes. Voilà. Sur les photos de groupe, il n'a pas participé aux soirées parce qu'il était toujours en train de faire quelque chose ou de noter quelque chose. Donc j'ai beaucoup de photos de groupe, il n'y est jamais. Et une fois, je me rappelle, on était en Italie, dans les Pouilles, et vous avez amené moi, tellement de feuilles, c'était un grand tas que c'est une seule soirée où je n'allais pas passer la soirée avec les autres étudiants. On a mis les feuilles entre les papiers de journaux. Voilà. Et maintenant, j'arrive à la troisième personne, privée Pierre Gallet. Alors je commence par ça. Cher professeur Gallet, vous avez ma haute estime car je vous ai connu comme une personne juste, sincère, honnête et fidèle. Chaque fois, quand je suis revenue à Montpellier, je vous ai rendu visite et chaque fois, j'étais la bienvenue. Lorsque vous avez su que nos filles faisaient la collection de timbres, vous avez envoyé des timbres de tous les pays du monde, vous avez envoyé des livres et une fois même des costumes d'hiver. La maladie de Parkinson de votre femme vous a beaucoup préoccupé. Parfois, on se téléphonait et j'apprenais que le jour commençait à 5 h du matin. Pour pouvoir travailler, vous vous êtes levé de bonne heure pour pouvoir plus tard dans la journée s'occuper de votre femme. Et vous avez utilisé un mot qui m'a marqué, que je n'oublierai jamais et que j'ai souvent cité auprès des gens. Il s'agit du mot mouroir. Vous n'auriez pas supporté d'amener votre femme à un mouroir. Professeur Gallet, vous étiez si fidèle et se sentant tellement responsable et solidaire avec votre femme. Vous avez tout fait pour pouvoir la garder à la maison et vous avez toute mon admiration pour cette attitude.
On arrive à la fin de mon témoignage, donc c'est le temps d'un petit cadeau. Puisque vous avez repris le sujet des vitacées, je vous ai amené des feuilles et des fruits d'une espèce asiatique que j'ai reçus d'un sinologue. Il les a collectés dans la province de Shaanxi, Chine du Nord. Et dans cette province, dans les vallées, les paysans récoltent les raisins où la vigne pousse à côté des arbres jusqu'à 15 mètres d'hauteur. Voilà, c'est celle-là. Depuis des générations, les paysans font du vin en ajoutant du miel et du sucre. Et j'ai consulté les cépages vignobles de France, les vignes américaines, tome 1, 2e édition, et d'après votre description, professeur Gallet, il devrait s'agir de Vitis ficifolia, Bunge, aussi nommé Vitis pentagona dils Elil. Mais maintenant, c'est à vous de confirmer ou de proposer autre chose. Last but not least, professeur Gallet, voilà, on a échangé beaucoup de lettres et pour la plupart du temps, il s'agissait des questions d'ampelographie. Et en 2002, je recevais une lettre dont je vous lirai la première phrase. Alors c'est Montpellier, le 6 février 2002. Chère Erika, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire, probablement à un des derniers. Voilà, et nous sommes 14 ans plus tard, donc vous êtes toujours vivants entre nous. Et cher professeur Gallet, je vous souhaite encore beaucoup d'années en bonne santé et bien sûr des années productives. Et je vous souhaite du bonheur et le grand plaisir de vivre. Et merci pour tout. Chères mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.